Dans le chapitre 3, condensateur et inductance en régime transitoire, nous pouvons à présent attaquer le paragraphe 2, charge et décharge d'un condensateur. C'est un paragraphe qui est très classique. Les calculs que nous allons faire ensemble, il faut les maîtriser. Donc là aussi, je recommande beaucoup de refaire ces calculs sur une feuille vierge, sans les notes, de manière à ce que cette culture vraiment s'imprègne dans votre esprit jusqu'à ce que les démonstrations, les calculs que nous allons faire ensemble vous soient totalement familiers. Parce que ce sont des calculs extrêmement classiques en physique de façon générale, en électricité certes, mais aussi dans d'autres domaines de la physique. Alors le circuit que nous allons considérer, il est tout simple, il y a une maille unique, c'est une source de tension continue qui est connectée à ce qu'on appelle une cellule constituée d'une résistance R et d'un condensateur de capacité C, et puis avec un interrupteur qu'on note en général K, peu importe son nom, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et selon la façon dont on actionne l'interrupteur, en position 1, on connecte la cellule RC à la source de tension, mais on peut aussi actionner l'interrupteur et le connecter en position 2 de manière à court-circuiter la cellule, ce qui va permettre de faire respectivement une phase de charge du condensateur et ensuite une phase de décharge. Et encore une fois, c'est tellement classique ces calculs que vraiment, si vous passez du temps à les maîtriser, vous aurez fait un excellent investissement pour vos études parce que vraiment cette problématique-là est totalement centrale en physique de façon générale et en particulier en génie électrique. On va commencer par la phase de charge. La phase de charge, ça veut dire qu'à un instant donné, on va fermer l'interrupteur en position 1. Ça veut dire que la cellule RC va être en communication, va être connectée à la source de tension qu'on appelle grand E. Grand E en volts. 5 volts, 12 volts, peu importe les valeurs numériques. On va noter un sens conventionnel du courant I. On se doute bien que c'est la source de tension qui va émettre du courant, d'où le sens de I. Et on note respectivement UR égale RI, la tension aux bornes de la résistance, puisqu'elle est ici en convention récepteur, c'est bien U égale RI. On note Q, la charge que porte la plaque positive du condensateur, si bien que U indice C, la tension aux bornes du condensateur, c'est Q sur C, comme on l'a vu dans le paragraphe, la vidéo précédente. Alors on écrit une loi d'émail, extrêmement très simple. La tension grand E, qui est la tension aux bornes de la source, est égale à la tension aux bornes de la résistance, plus la tension aux bornes du condensateur. Donc on obtient la relation loi d'émail, E égale RI plus Q sur C. Et on peut réécrire ça. I c'est dQ sur dt, donc on le réécrit. E est égal à R dQ sur dt plus Q sur C. Donc c'est une première équation qu'on obtient en charge, oui, en charge électrique, mais la charge électrique, ça ne se mesure pas. Donc on va tout de suite transformer, ce que je fais ici, on va plutôt écrire la relation en tension. Donc on obtient R fois, alors I c'est C DUC sur dt, et Q sur C c'est U indice C. Alors là, vous avez une autre équation, plus intéressante, parce que là, vous avez une relation, entre des quantités qui sont purement électriques, mais électriques mesurables, puisque vous avez des tensions que vous pouvez mesurer avec un voltmètre, alors que la charge électrique, il n'y a pas d'appareil simple qui permet de mesurer une charge. Alors qu'est-ce qui se passe quand on est en phase de décharge? En phase de décharge, vous avez exactement la même relation, à ceci près que dans le premier membre, le membre de gauche, cette fois-ci, la cellule RC, elle est connectée à 0 volts, puisque l'interrupteur est en position 2, on court-circuite. Donc on obtient exactement la même équation, où le grand E devient 0. Et ça, là, c'est important parce que ça veut dire que, puisque les deux mises en équation sont très similaires, eh bien, on va pouvoir résoudre le circuit avec des calculs qui sont relativement simples, puisque les deux phases correspondent à des choses qui sont assez similaires du point de vue formel. On obtient
On obtient dans les deux cas ce qu'on appelle une équation différentielle. Je suppose que vous avez suivi un cours de maths sur les équations différentielles. C'est une équation qui met en relation la tension aux bornes du condensateur, mais aussi sa dérivée, première en l'occurrence ici, avec d'autres paramètres du circuit. On dit que c'est une équation différentielle du premier ordre, parce qu'il y a la tension U et sa dérivée d'ordre 1, et elle est à coefficient constant, parce que tous les coefficients qu'il y a dans la relation, en fait, sont des constantes. Et on va poser taux est égal à R fois C. R fois C, en fait, c'est homogène à un temps. On va pouvoir le faire tout de suite, là, cette petite démonstration. On appelle ça taux égale RC, c'est la constante de temps. Et pour bien se convaincre qu'on a affaire à un temps, que taux est homogène à un temps, on va faire une petite analyse dimensionnelle. Et vous allez voir qu'elle est relativement assez simple. Alors RC, R, je rappelle, c'est des ohms, évidemment. Hein, ça, c'est la unité. Et C, en fait, c'est des farads. Alors évidemment, comme ça, ohm fois farad, c'est pas du tout évident que c'est homogène à un temps en termes d'unité fondamentale. Donc il faut un peu travailler pour mettre ça en évidence. Alors les ohms, c'est quoi? U égale RI, R c'est U sur I. Donc c'est des volts par ampère. Et là, les farads, c'est l'unité officielle des capacités de condensateur. C'est quoi? C'est U sur Q. Donc, pardon, c'est Q sur U. Donc ça fait des coulombs par volt. Vous voyez que dans cette relation, V fois V moins 1, ça s'annule. Les ampères, c'est des coulombs par seconde. Donc ampère moins 1, c'est des secondes par coulomb. Et lorsque finalement vous simplifiez encore par les coulombs, il vous reste finalement des secondes. Donc ce n'était pas évident de voir dimensionnellement que le produit RC est un temps, mais si on revient un peu aux définitions de base, on démontre en quelques lignes que taux égale RC, c'est bien homogène à un temps. Et ça, il faut vraiment le retenir, parce que ça va être très précieux pour les analyses dimensionnelles qui vont suivre. Donc, l'équation différentielle, on peut la réécrire de façon un petit peu différente, on réordonne un petit peu. D'abord, on va mettre dans le premier membre tout ce qui est relatif à la tension U et ses dérivés. Ça donne RC fois DUC sur DT plus UC est égal à grand E. On a mis le second membre, grand E, qui était tout à l'heure le premier, dans la loi d'Émaille. C'est juste une façon de réarranger un peu l'équation. Et maintenant, on va diviser les deux membres de l'équation par taux égale RC. Voilà, on obtient DUC sur DT plus UC sur taux est égal à grand E sur taux. Et voilà donc l'équation différentielle. Il n'y a rien de nouveau. Hein. Il n'y a rien de nouveau. Simplement, on l'a réarrangé. On l'a mis sous forme, disons, on va dire canonique, c'est-à-dire c'est la façon dont en mathématiques on représente en général les équations différentielles. Et c'est à partir de cette équation-là qu'on va continuer notre résolution. Donc, du point de vue analyse dimensionnelle, alors DUC sur DT, c'est bien des volts par seconde, parce que même si DUC c'est une petite tension, c'est quand même des volts. DT c'est un temps infiniment petit, mais c'est quand même des secondes. Ça fait des volts par seconde. UC sur taux, on a dit, oui, taux c'est des secondes, donc UC sur taux c'est aussi des volts par seconde. Et enfin, le second membre, grand E c'est une tension en volts, taux c'est des secondes, donc c'est aussi des volts par seconde. L'équation est bien homogène, donc on est paré pour la résoudre. Alors, on va faire ça de façon, disons, assez détaillée. Et on va rappeler, alors vous avez peut-être fait un cours, peut-être pas, peu importe, mais du point de vue mathématique, la résolution de cette équation, en fait, elle passe par deux étapes. La première étape, c'est la solution de l'équation dite homogène. On cherche d'abord la solution à l'équation homogène. Alors maintenant, ça relève de la recette. Hein, c'est vraiment de la recette que nous donnent les professeurs de maths. Et qu'est-ce que c'est l'équation homogène? C'est tout simplement l'équation précédente dans laquelle on a mis à zéro le second membre. DUC sur DT plus UC sur taux est égal à, tout à l'heure, grand E sur taux, mais cette fois-ci, on annule ce membre. On annule le second membre. Et ça, en fait, c'est l'équation différentielle du régime de décharge, quand on court-circuite la cellule RC en mettant l'interrupteur
en position 2. Ça veut dire que dans la résolution de l'équation différentielle, en fait, on va simultanément, à travers les deux étapes, on va à la fois résoudre la décharge et ensuite la charge. Alors maintenant, ça devient un peu technique, donc je vous demande de regarder attentivement. On peut réécrire l'équation sous la forme duc sur dt est égal à moins uc sur taux. Et maintenant, regardez ici, peut-être la petite astuce. Le uc, on le passe dans le premier membre, ça donne duc sur uc. Le dt, on le passe dans le second membre, est égal à moins dt sur taux. Et là, en fait, c'est vraiment, ça relève de la recette de cuisine, hein. duc sur uc, c'est une différentielle logarithmique. Ça veut dire que ça s'intègre en log népérien de uc de t est égal à moins t sur taux, mais plus évidemment une constante d'intégration, parce que cette dernière égalité-là qu'on vient d'écrire, c'est l'intégration de la précédente, donc il y a une constante d'intégration. Ensuite, on prend les exponentielles des deux membres, exponentielle de log, ça donne uc de t, égale exponentielle de moins t sur taux plus une constante, et puis à cause des règles de l'exponentielle, l'exponentielle de la constante donne une nouvelle constante que j'appelle grand K. Donc on obtient finalement uc de t est égal à K que multiplie exponentielle de moins t sur taux. Donc ça, attention, soyons précis, c'est la solution à l'équation homogène. Je l'encadre en bleu parce qu'il ne faut surtout pas retenir ça par cœur. En revanche, il faut être capable de le redémontrer. Mais vous voyez que cette démonstration est relativement assez simple. On a pour l'instant fait la première étape de la résolution. On a résolu l'équation homogène, autrement dit, sans second membre. Maintenant, il faut faire une deuxième étape. Et cette deuxième étape, elle consiste... Alors je rappelle juste, hein, j'ai besoin de ça pour le nouvel écran, parce que cette solution d'équation homogène va être utile tout à l'heure. Donc pour l'instant, on a la solution de l'équation homogène, uc de t est égal à k exponentielle de moins t sur taux. Donc en deuxième phase, ou deuxième étape, il faut maintenant chercher en fait ce qu'on appelle une solution particulière. On cherche une solution particulière, mais quand on a restauré le second membre, le fameux grand E sur taux de l'équation. On remet le deuxième membre, et on cherche une solution particulière. Et là, il faut faire appel un peu à, disons, notre sens de l'intuition physique. Et la solution particulière de l'équation, en fait, avec second membre, c'est lorsque on fait tendre t, lorsqu'on fait tendre t vers l'infini. Voilà, je rappelle simplement l'équation dans laquelle on a restauré le second membre. Donc la solution particulière, il faut un petit peu de sens de l'intuition, ou alors de l'observation, si on fait l'expérience avec une véritable cellule RC, ou voire même éventuellement une simulation. La solution particulière est obtenue lorsque on fait tendre le temps t vers plus l'infini. Parce que là, on observe que uc de t tend vers une valeur limite, asymptotiquement vers une valeur limite, hein, puisque la solution particulière, de l'équation homogène k fois exponentielle de moins t sur taux, elle tend vers 0. Donc, en fait, on obtient comme solution particulière uc de t tend vers grand E lorsque t tend vers plus l'infini. Le condensateur se charge et tend asymptotiquement vers la valeur de la tension avec laquelle la cellule est alimentée. Donc la solution particulière, c'est uc de t égale E, ou tend vers E, a priori il faut un temps infini, mais tend vers E lorsque t tend vers l'infini. Finalement, ça c'est toujours la recette de maths, la solution globale, c'est la somme de l'équation homogène, sans second membre, plus la solution particulière. C'est aussi simple que ça. Il suffit de sommer les deux solutions qu'on a obtenues dans chacune des deux étapes, k exponentielle de moins t sur taux comme solution d'équation homogène, plus E comme solution particulière. Et maintenant, il reste à résoudre k, c'est la constante d'intégration de tout à l'heure. Et pour ce faire, on a besoin de convoquer la condition initiale. On va supposer que uc à t égale 0 égale 0,
Ça veut dire qu'à l'origine, Q, la charge électrique qui est portée par le condensateur est nulle, puisque U égale Q sur C. Si U est égal à 0, ça veut dire que Q est égal à 0. On remplace dans l'équation, ça donne exponentielle de 0, ça fait 1. Donc on obtient UC en t égale 0 est égal à K plus E. Ça veut dire que K plus E est nul, et ça veut dire que K est égal à moins E. Et à la fin des comptes, vous obtenez UC de t égale grand E, facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur tau. Alors ça, est-ce qu'il faut le retenir par cœur? Il ne faut pas l'apprendre comme tel. Mais c'est un résultat qui est tellement classique en physique, on le voit si souvent dans tellement de circonstances différentes, on le voit en mécanique, en électricité, peut-être en hydraulique, dans d'autres domaines de la physique. Donc c'est typique de la solution d'une équation différentielle du premier ordre. Ne l'apprenez pas explicitement par cœur, mais à force de le voir, vous allez finir par le retenir et c'est pas plus mal. Alors si on trace, en fait, c'est aussi une forme d'onde, comme dirait un électricien, qu'il faut connaître. UC de t tend asymptotiquement vers grand E. C'est la valeur asymptotique lorsque le temps t tend vers le plus l'infini. Donc on le représente ici, la valeur asymptotique, grand E. Et on obtient une branche d'exponentielle typique. Alors, bon, je le trace ici à main levée rapidement, parce que plus tard on fera des simulations, et donc on aura l'occasion de voir ça plus en détail.